Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette conférence un peu spéciale. Étant donné que vous voyez, la configuration n'est pas habituelle, on a remplacé les fauteuils traditionnels par un magnifique piano demi-queue, donc ici en amphi de Nantes. Donc ce soir, comme je vous disais, ce n'est pas une conférence habituelle, c'est une conférence qu'on a intitulée Concert-conférence, puisque notre invité, que je vais accueillir tout de suite, va alterner à la fois des morceaux de musique autour de notre thème, l'art de l'improvisation, et des morceaux parlés pour vous expliquer, disséquer avec vous son art, ce qui est l'art de l'improvisation. Alors bien sûr, ce n'est pas un conférencier habituel, comme je le répète. Il n'a pas fait profession de conférencier dans le sens où il ne fait pas profession de développer ses idées, ni d'en vendre, ni d'en créer de nouvelles. Mais il fait profession de communiquer sa passion, qui est la passion de la musique, et notamment donc l'art de l'improvisation. Alors, un petit point de biographie tout d'abord, avant de l'accueillir avec vous. Jean-François Zigel est d'origine polonaise. Il a fait ses gammes au Conservatoire national de musique et de danse de Paris, puis est entré comme pianiste à l'Orchestre philharmonique de Radio France, avant de connaître la résonance médiatique que l'on lui connaît aujourd'hui et qui précède ses pas chez nous ce soir. Il est donc pianiste, compositeur, improvisateur. Alors je vais vous demander de l'accueillir sous vos applaudissements. Il va rentrer. Bonsoir. Alors avant de lui laisser la parole et la musique, je voudrais m'arrêter un instant sur le thème de ce soir, l'art de l'improvisation. Peut-on enseigner l'improvisation ? Est-ce que l'improvisation se structure autour de règles, de certains modèles ? Voilà. Et en fait, il se trouve que l'improvisation est une chose qui finalement ne saurait pas s'improviser. C'est peut-être ce que va conclure ce soir avec nous Jean-François Zigel. Puisque l'angoisse de la page blanche ne résulterait pas forcément d'un manque de préparation, d'une méconnaissance des ressorts réels de la créativité. On associe plus volontiers l'improvisation non à un art, mais à une qualité, à une habilité. C'est celle de la spontanéité, de la chance parfois, du hasard. Mais donc, comme je le disais, elle ne saurait être dépourvue totalement de règles qui la structurent. Reste à définir lesquelles. Dans les méandres de l'imagination créatrice chère à Gaston Bachelard, se nourraient donc les fils de la création artistique et musicale, qui permet l'émergence de nouveautés et de surprises. Alors Jean-François Zigel, pour continuer à vous présenter au public, pendant que nous jouons quelques petits morceaux, vous êtes, on peut qualifier d'un improvisateur exceptionnel. Vous avez su... Merci. Vous avez su ravir au gré de vos émissions, notamment alors sur France 2, avec la fameuse boîte à musique, qui se poursuit maintenant depuis 7 saisons. Vous avez donc su ravir à la fois les amoureux de musique classique, les mélomanes avertis, aussi bien que les néophytes, dont je dois bien avouer que je fais partie. En abordant une perspective plutôt thématique, vous permettez à chacun d'aborder les grands thèmes de la musique classique et de réaborder les grands chefs-d'œuvre qui font notre culture musicale. Autant par là, en un peu de nous, ce qu'il reste de domination symbolique de Bourdieu. Et ce, afin de faire entrer en chacun de nous une résonance particulière entre votre musique et notre musique interne. Mais comment ne pourrais-je ne pas citer par ailleurs vos leçons de musique que vous délivrez depuis 1996 et qui sont un grand succès partout où vous passez dans les théâtres français. Ce don de la transmission vous permet donc de faire résonner l'écho d'une musique particulière auprès de votre public et de faire explorer à la musique classique des territoires parfois éloignés. En effet, vous mettez un point d'honneur à considérer ce registre musical, ce réservoir de chefs-d'œuvre classiques, comme non situé dans le temps, ancré irrésistiblement à une époque et à un temps donné. Vous faites au contraire revivre ces morceaux par le biais de la création musicale et de l'improvisation. Nous revenons donc ici au cœur de notre sujet ce soir. L'improvisation, ce foyer de la création qui vous permet à la fois de maintenir
excusez-moi, et même d'associer ces morceaux classiques à une actualité musicale dont les tendances et les tonalités nous sembleraient incompatibles. C'est là votre talent, vous êtes en train de nous le montrer, et je sens l'auditoire qui s'impatiente à l'idée de vous écouter l'exercer. Alors, avant de vous laisser la parole et la musique, j'aimerais remercier tous ceux qui ont œuvré au succès de la programmation d'Isegoria cette année, puisque ce soir, c'est la dernière conférence qui clôt ce cycle. Tout d'abord, le public qui a toujours été présent au long de ces conférences. Exactement. Je souhaiterais aussi donc remercier toute l'équipe d'Isegoria qui a travaillé avec moi cette année, qui a œuvré au succès de cette saison. Et je tiens également à saluer et à remercier les personnes qui sont en lien direct avec moi et avec Isegoria. En premier lieu, Laurent Noël, Axel Chevy et Frédéric Sénard. Je crois qu'on a réalisé du bon travail ensemble et dont on peut être très fier. Voilà. Donc je vous laisse en compagnie de Jean-François Zigel. Agréable leçon d'improvisation à toutes et à tous. Je vous demande juste quelques petites précisions pratiques. Merci de bien vouloir éteindre ou de mettre en veille votre téléphone afin de ne pas perturber le concert. Et si vous souhaitez prolonger l'échange qui aura lieu ensuite au niveau des questions avec notre invité, vous pourrez le faire à l'occasion d'une séance de dédicace et certains CD de Jean-François seront vendus à la sortie. Donc je vous encourage à y aller. Et donc voilà, à tout à l'heure donc, pour cette séance de dédicace et bonne conférence à tous.
Bonsoir, bienvenue. Donc je dois vous parler d'improvisation. Alors, vous l'avez compris, le concert d'improvisation se distingue du concert d'interprétation dans le sens que vous n'avez aucune idée de ce que vous allez entendre quand vous venez à un tel concert. Quand vous allez écouter un concert où on joue une sonate de Beethoven, de Mozart, de Chopin, du Debussy, vous savez exactement ce que vous allez entendre. Bien sûr, l'interprète peut jouer ça un tout petit peu plus rapidement, un tout petit peu plus lent, avec une sonorité de telle ou telle nature, mais enfin, vous savez bien ce que vous allez entendre. Dans un concert d'improvisation, vous ne savez pas du tout quelle musique vous allez entendre. Et le pianiste non plus. Donc vous ne savez pas, et je ne sais pas. Et pourtant, il faut que nous soyons là, tous ensemble, pour que cette chose arrive. Bon, après, je pourrais vous dire qu'il y a des avantages non négligeables à l'improvisation. Vous allez penser que je prêche pour ma paroisse. Pourtant, vous remarquerez que quand on improvise, la fausse note est impossible. Une fausse note, c'est une note qui n'est pas dans la partition. Là, il n'y a pas de partition, donc il n'y a pas de fausse note. Voilà déjà un premier problème de régler. Deuxième caractéristique, c'est qu'on ne peut pas avoir de trou de mémoire. Puisque comme on invente au fur et à mesure, il n'y a pas de mémoire. Donc il n'y a pas de trou de mémoire. Deuxième problème de régler. Et enfin, vous remarquez qu'il n'y a ni pupitre, ni partition. Donc pas de partition oubliée dans le train ou à l'hôtel. Troisième problème de régler. Si avec ça, vous n'êtes pas convaincu que l'improvisation est supérieure à l'interprétation, je ne sais pas quoi dire. Maintenant, pour être plus précis, il faudrait préciser que la reproduction totale, ça n'existe pas, puisque même un interprète qui va jouer une œuvre du passé, suivant les circonstances, l'acoustique, sa forme physique, va tout de même apporter un certain nombre de modifications, même involontairement, et que l'improvisation totale, ça n'existe pas non plus, puisque la musique est tout de même un langage, même si c'est un langage qui n'a pas de contenu, comme la parole, et que ce langage est préétabli dans le cerveau de celui qui improvise. Si on veut pousser plus loin le rapport avec la parole, qui vaut ce qui vaut, parce qu'on ne peut pas tout à fait comparer la parole telle que je l'utilise maintenant et le langage musical, mais enfin bon, pour pousser un peu la comparaison, on pourrait dire que lorsque vous rencontrez un ami et que vous vous mettez à discuter, vous improvisez. Enfin, peut-être certains d'entre vous, sachant qu'ils allaient rencontrer Josiane cet après-midi, avaient tout prévu sur un petit bout de papier. Bonjour, comment ça va ? Peut-être que Josiane elle-même sort un papier de sa poche et dit « Très bien, et toi, as-tu passé de bonnes vacances ?» Excellente. Bon, mais c'est assez rare. La plupart du temps, on peut partir du principe qu'un dialogue se fait dans l'improvisation. Certains orateurs, d'ailleurs, arrivent à improviser très bien. Mais ils ont appris la langue dans laquelle ils s'expriment. Mais ils ont lu des livres, des journaux. Ils ont donc des expressions toutes faites dans la tête. Ils ne le savent pas forcément. Elles viendront au bon moment. Ils peuvent, tout en continuant d'improviser, structurer ce qu'ils ont à dire. Un orateur peut se dire, voilà, je vais parler pendant une demi-heure de tel sujet devant un auditoire. Il ne prépare pas ses phrases, mais il prépare un chemin. Je commencerai par établir ça, puis j'exposerai ceci, puis je décrirai cela. J'en profiterai pour faire une parenthèse de ce côté, et ça me ramènera vers mon point de départ, qui me permettra une synthèse, une conclusion. Il se fait confiance pour le détail des phrases, mais il a tout de même structuré son intervention. Enfin, si vous suivez par exemple ces événements un peu étranges qu'on appelle les campagnes électorales, vous pourrez remarquer qu'il y a des séquences allant de 30 secondes à 3 minutes que chaque personnalité débite, pour ainsi dire, mot à mot. Donc, l'improvisation est relative. En musique, c'est la même chose.
on peut improviser totalement, et quand je dis totalement, étant bien entendu que chaque musicien a un répertoire de choses dans la tête qu'il a entendues, qu'il a déjà joué, etc., etc. Mais disons, en gros, il se laisse aller, ou il peut en prévoir la structure, il peut en prévoir la structure et ne pas la respecter, en prévoir la structure et la respecter. Il peut avoir des parties prévues, des parties moins prévues. Il peut décider, comme le font beaucoup les musiciens de jazz, d'improviser sur un thème. Donc le thème n'est pas improvisé, mais les variations qu'il fait autour de ce thème, oui. Il peut prévoir tout un passage dans sa tête. Donc vous voyez, il n'y a pas de recette préétablie à l'improvisation. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on est un musicien improvisateur, on ne joue pas la partition de quelqu'un d'autre. Un interprète arrive, il y a vous le public, lui, mais il y a une troisième personne, une ombre. Beethoven, Mozart. Et il vous dit, je vais vous jouer la musique de quelqu'un qui a vécu il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Mais je vais vous la jouer à ma manière. Mais nous allons quand même communier tous ensemble dans l'esprit du compositeur du passé. Les improvisateurs sont plus narcissiques, ils vous proposent de communier uniquement dans leur esprit à eux. Et c'est ainsi qu'ils créent leur musique. Pour quelqu'un d'un milieu occidental, cultivé, etc., l'improvisation paraît parfois quelque chose d'un peu bizarre, étrange. Que va-t-il se passer ? Moi, dans mes concerts, j'affole les improvisateurs. Mais alors, il n'y aura pas de programme du tout ? Oui, mais alors, qu'est-ce que je mets sur le programme ? Oui, mais alors, vous pouvez nous dire à peu près ce qu'il va y avoir. Et quand on leur répond que non, on ne le sait vraiment pas, ils sont un peu désappointés. Pourtant, si l'on prend un peu de recul, l'improvisation est la pratique majoritaire dans le monde. Les musiques traditionnelles ne sont pas écrites. Un musicien indien, certes, respecte des modes, un certain répertoire de rythme, mais il improvise. Les musiques africaines sont improvisées. Et même les musiques comme le rock ou la pop, en tout cas, ne sont pas écrites. On se réunit, on travaille en studio, on improvise, on essaye telle solution. Certains vont jusqu'à prévoir à l'avance toutes les solutions pour le concert. D'autres se laissent une certaine latitude. Mais on est quand même plus du côté de l'improvisation que de l'écrit. Dans le sens qu'il n'y a pas cette séparation en deux. 1, j'écris une œuvre. 2, des interprètes vont l'exécuter. C'est la grande différence entre l'improvisation et l'écrit. Dans la musique classique, les deux pratiques ont coexisté très longtemps. Les grands compositeurs, Beethoven, Mozart, Liszt, Bach, se faisaient connaître du public comme improvisateurs. On n'allait pas écouter un compositeur jouer ses œuvres, on allait l'écouter improviser. Ces œuvres, il les publiait, on en achetait la partition, on les jouait chez soi. Mais Liszt en concert, on voulait qu'il improvise. On lui donnait des thèmes, des idées. Et c'était ça qui amusait les gens. Et puis, petit à petit, la pratique de l'improvisation s'est perdue. Pourquoi ? Il me semble que c'est parce qu'on a inventé le passé dans la musique classique. Oui, ça vous paraît étonnant, mais pendant très longtemps, la musique classique existait sans passé. Enfin, je veux dire que du temps de Mozart, on ne jouait pas, ou pratiquement jamais, ça arrivait, il y avait quelques académies, mais c'était très rare, on ne jouait pas de musique du passé. Liszt aimait bien jouer des sonates de Beethoven à ses récitals. Eh bien, on a des articles étonnés des gazettes de l'époque qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'il joue la musique de quelqu'un d'autre ? C'est un cousin à lui ou c'est un pseudonyme ? Ça doit être un pseudonyme. » On ne comprend pas qu'un musicien joue la musique de quelqu'un d'autre et encore moins la musique de quelqu'un du passé. Il faut attendre le 19e romantique, et soi-disant révolutionnaire, mais en même temps, c'est lui qui invente le passé. Et c'est à partir du 19e qu'on se met à jouer de plus en plus de musique du passé, jusqu'à arriver à la situation actuelle où l'on ne joue pratiquement plus que de la musique du passé. Prenez le programme d'un orchestre, 90-95% du temps, il va jouer de la musique du passé. Très peu de musique d'aujourd'hui. Mais ça, c'est récent.
Avant, la musique classique se consacrait à ce qui s'inventait maintenant, autour de nous. La musique classique n'avait pas encore attrapé ce qu'elle a maintenant, c'est-à-dire une mentalité, au bon sens du terme, de conservateur de musée. Je dis au bon sens du terme, hein, je ne voudrais pas tomber dans le cliché, musique classique, c'est un peu poussiéreux, etc. Non, non, non. Conservateur de musée, c'est un métier très noble. Et il n'y a rien de plus noble pour les orchestres, les violonistes, les pianistes, que d'essayer de servir et de restituer du mieux qu'ils peuvent les grands maîtres de la musique du passé. Mais il y a quand même quelque chose qui risque de se perdre de cet esprit d'invention, de cet esprit de vie. Et c'est ce que nous, les compositeurs, improvisateurs, nous représentons. Quelque chose qui s'écrit au jour le jour et qui peut aussi bien s'ancrer dans le passé qu'aujourd'hui. Voilà en gros, je ne sais pas si j'ai été clair, la principale distinction qu'on peut faire entre l'improvisation et l'interprétation. Et maintenant, il faut que je joue un petit peu parce que je ne peux pas trop parler sans jouer.
peut-être je vous dis quelques mots sur pourquoi moi je suis devenu improvisateur. Je crois que j'ai éprouvé une difficulté avec le travail étant jeune. Et en même temps, je pensais que j'étais le seul. Et en même temps, mon esprit était tout le temps musique. Donc j'étais tout le temps au piano, mais à faire autre chose que ce que j'aurais dû faire, c'est-à-dire les exercices et les morceaux que mes professeurs me donnaient à travailler. Il s'est aussi joué quelque chose en rapport avec mon père, qui surveillait, puisqu'il travaillait à domicile, que je faisais bien mon piano, mais qui n'avait pas l'oreille très musicienne, donc il ne faisait pas du tout la différence entre les moments où j'improvisais et les moments où je travaillais les morceaux donnés par mes professeurs. J'ai donc compris que je pouvais faire beaucoup de choses, dont lire des bandes dessinées, du moment que mes doigts continuaient à courir sur le piano. Et j'ai donc développé petit à petit une sorte de faculté presque végétative d'improviser, que j'ai encore aujourd'hui, et ça va vous paraître étrange, mais la plupart du temps, je lis au piano. Dans une chambre d'hôtel, je suis malheureux parce que je faisais de lire le journal sans jouer du piano en même temps. Cette dissociation m'a aidé plus tard, notamment dans un exercice que j'aime énormément, qui est l'accompagnement de films muets. Parce que je fais beaucoup, j'accompagne beaucoup de films muets. Et quand on accompagne un film muet, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, même certains films. Et il faut vraiment avoir un espèce de flux musical ininterrompu en soi. J'ai une collection de 2000 films muets à peu près, et peut-être de 3 films parlants. Inutile de vous dire que le film parlant ne m'intéresse pas du tout, notamment parce que je ne peux pas jouer en même temps. D'ailleurs, Bergman a dit qu'il y avait eu 2 catastrophes dans l'histoire du cinéma, l'introduction de la parole, puis l'introduction de la couleur. Cela dit, quand on voit certains films de Bergman, ça parle beaucoup. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'un artiste est en contradiction avec ses propres déclarations, c'est même le jeu un petit peu. J'ai aussi très souvent l'occasion de jouer pour des danseurs, ou pour des comédiens, ou pour des pièces de théâtre. Donc à chaque fois, je retrouve ce plaisir extraordinaire de faire de la musique sans que rien ne soit imposé. Mais on est d'accord que quand je dis que rien ne soit imposé, j'ai conscience que ça, c'est ce que je ressens. Mais que vraisemblablement, quelqu'un de l'extérieur, s'il enregistre mes improvisations, et d'ailleurs c'est fait de temps en temps, il y a des disques de moi qui sortent régulièrement, pourrait montrer que ça n'est évidemment pas totalement libre. Ça n'a aucun sens, hein, bien sûr. Aucun musicien n'improvise de façon totalement libre. On retrouve forcément des tournures mélodiques, harmoniques, qui sont des choses qu'il a entendues, des choses qu'il a travaillées. Hein. Mais c'est en tout cas l'impression qu'on a quand on joue. Je ne sais vraiment pas du tout ce que je vais faire et comment je vais commencer. En revanche, là où si l'improvisation est une école de la liberté, c'est aussi une école de la responsabilité, dès que vous faites quelque chose, il y a une conséquence. Mais de la même manière dans la parole. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais une fois que vous êtes planté devant des spectateurs et que vous commencez en disant « Il était une fois tout au fond de l'Himalaya, dans un royaume du Moyen-Âge », eh bien, cette première phrase a une conséquence. C'est que là, pendant 10 minutes, vous êtes obligé d'aller dans un certain sens. Vous ne pouvez pas rompre la phrase et d'un seul coup dire, et c'est ainsi qu'on observe aujourd'hui sur le marché des changes des tensions particulièrement aiguës en raison de la dépréciation de tel. Vous voyez, non, ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire une phrase sans qu'elle ait une conséquence. Sauf si vous en faites un système. Ça, pourquoi pas. On pourrait imaginer une improvisation dont le principe serait le morcellement, le zapping en quelque sorte. Mais en dehors de ce cas de figure bien précis, dès que vous allez poser quelques notes, vous allez poser un tempo, vous allez poser une tonalité, vous allez poser un style. Et en fait, votre liberté, c'est une liberté qui existe à la première mesure. Le reste est une immense déduction que vous faites.
bien sûr, il vous reste une certaine liberté. Ce n'est pas parce que vous avez posé une tonalité ou un rythme que vous n'êtes pas libre d'évoluer de telle ou telle manière. Mais cette liberté, elle est contrainte. Vous donnez un certain sens du temps, vous donnez une certaine énergie, vous commencez une mélodie. Une fois que vous avez commencé une mélodie, vous ne pouvez pas l'interrompre. Et puis, s'il y a un motif qui se dégage, vous êtes obligé de le traiter, ce motif. Vous allez le mettre plus haut, plus bas, vous allez le ralentir, ou alors vous allez inventer un deuxième motif. Mais le deuxième motif doit être en contraste avec le premier motif. Et c'est à tout cela qu'on doit réfléchir au fur et à mesure que la musique s'écoule de nos doigts. Voilà pour un point de vue un peu plus personnel sur l'improvisation. J'y retourne.
Alors il y a aussi la question intéressante du rapport qui s'établit entre la composition écrite et ce qu'on pourrait appeler la composition improvisée. Ce qui correspond à peu près du côté du langage à la tradition orale et à la tradition écrite. Je vous ai parlé de Bach tout à l'heure. Bach était un grand improvisateur, mais on lui a longtemps reproché d'improviser trop longuement. Par exemple, il a perdu son premier poste à 19 ans parce que les fidèles se plaignaient d'improvisations trop longues. Je pense qu'ils étaient prêts à se recueillir et à élever leur âme jusqu'au Seigneur, mais il ne fallait pas que ça prenne trop longtemps non plus. Il y a eu aussi des compositeurs qui ont eu un rapport complexe à l'improvisation, assez proche de nous. Messiaen a cessé un jour d'improviser parce qu'il avait l'impression qu'il perdait un peu de sa sève créatrice et de ses idées qu'il ne retrouvait pas, ou il se retrouvait plus sec quand il devait composer vraiment à la partition, ce que je peux comprendre. Il y a aussi Mendelssohn qui a arrêté d'improviser parce qu'au 19e, un improvisateur demandait des thèmes au public, ou en tout cas devait s'exécuter. Et Mendelssohn, qui était devenu assez religieux, avec la foi un petit peu des néophytes, il était luthérien, mais une très grande famille juive. Le grand-père de Mendelssohn, c'est Moses Mendelssohn, qui est un peu le théoricien de la Halaska, c'est-à-dire la théorie, l'équivalent de la Aufklärung, des Lumières de Kant, mais pour la communauté juive. Et donc, avec la foi nouvellement acquise du luthérianisme auquel se convertit le père de Mendelssohn, ça lui fait adopter un jugement assez sévère contre le fait qu'on puisse lui demander d'improviser des variations sur des thèmes d'opéra à la mode ou sur des chansons ou des choses comme ça. Donc il décide de continuer à improviser, mais à l'orgue, parce qu'à l'orgue étant dans une tribune, c'est impossible pour le public de lui proposer un thème, évidemment, il ne l'entendrait pas. Il y a eu aussi des cas comme celui de Chopin, qui, d'après tous les témoignages, improvisait régulièrement, mais qui n'a jamais osé le faire en public. Mais Chopin, de toute façon, avait beaucoup de trac. Il a fait très peu de concerts dans sa vie, contrairement à Liszt qui adorait ça. Et Liszt, c'est vraiment le cas inverse, c'est-à-dire qu'il ne concevait pas tellement, sauf dans le cas de Beethoven, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de jouer des pièces déjà existantes devant un public. Il y a aussi quelque chose qui peut-être a fait que la tradition de l'improvisation du côté de la musique classique s'est un peu diminuée. Ça a été l'apparition du jazz. Très souvent, les gens me demandent ça. Ils disent « Ah oui, mais alors vous êtes, en fait, vous êtes comme un pianiste de jazz ». C'est-à-dire que je pense que les gens confondent le vocabulaire et la pratique. En gros, les gens pensent que dans le jazz, on improvise, et que dans la musique classique, on joue des partitions écrites. En fait, il n'y a pas de raison. On peut écrire un morceau de jazz et on peut improviser de la musique classique. Le jazz, c'est un vocabulaire rythmique, harmonique, un certain nombre de mélodies, un corpus de standards, comme on dit. Et d'autre part, c'est vrai que les musiciens de jazz ont souvent, presque toujours improvisé, d'autant plus qu'au départ, ils ne connaissaient pas la musique. Ils ne savaient pas l'écrire, ils ne connaissaient pas le solfège. Du côté de la musique classique, c'est vrai qu'on s'est focalisé de plus en plus sur les partitions, mais au fond, il n'y a pas de raison particulière. C'est vraiment deux problèmes complètement différents. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut lire un texte en public ou improviser, puis d'autre part, on peut parler en javanais ou en mandarin ou en anglais ou en français. La langue, le vocabulaire, ce n'est pas la même chose que le fait d'avoir quelque chose de préétabli ou pas. Cela étant, quand je veux partager la scène avec d'autres musiciens, c'est assez rarement avec des musiciens classiques, puisque la plupart n'improvisent pas. Donc, dès que je suis en duo ou en trio, je travaille avec des musiciens de jazz ou avec des musiciens qu'on appelle de musique du monde. C'est-à-dire toutes les traditions qui, même si elles ne ressemblent pas à la mienne, ont quand même en commun qu'on est d'accord, qu'on se voit pour répéter, avec rien dans les poches, rien dans les mains et pas de partition, et qu'on essaye ensemble de faire de la musique. Parfois, c'est pas facile. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Toronto, parce qu'il y avait, pour les 30 ans de Glenn Gould, un grand événement auquel j'ai participé. On était une trentaine de pianistes à jouer, certains interprètes, certains improvisateurs comme moi.
Et là-bas, j'ai rencontré un joueur de banjo. Et on a fait une séance ensemble de travail, d'improvisation. Donc il fallait qu'on trouve un terrain commun, sachant que je parle assez mal l'anglais, qu'il ne parlait pas du tout le français, et que la tradition, il habite au Colorado, et que la tradition du banjo et des musiques traditionnelles américaines est assez éloignée de ma propre culture. Mais pourtant, on a réussi. On a réussi parce que ce qu'on a en commun, c'est de savoir inventer la musique sur le moment, pour le meilleur ou pour le pire. D'ailleurs, à propos d'inventer la musique sur le moment, je ne sais pas ce qui va sortir, mais il faut encore que je joue un petit quelque chose. Peut-être plus dynamique. Ou pas. Au cas où certains s'étaient endormis, c'était pour les réveiller un petit peu. Peut-être une des dernières choses que je peux dire, après je crois qu'il est tradition qu'il y ait des questions, c'est peut-être rapprocher maintenant le problème de l'improvisation
d'un problème qui touche la vie entière. Si j'interprète une pièce, je répète quelque chose écrit d'avance. La sonate de Mozart ou la sonate de Bach. Certes, à ma manière. Mais tout de même, je ne m'aimais pas dans quelque chose que quelqu'un d'autre que moi écrit. Des génies, à n'en pas douter. Mais enfin, tout de même, d'autres personnes que moi. Dans la vie, dois-je répéter quelque chose qui a déjà été fait ou inventer mon propre chemin? Quand j'improvise, je vous ai dit que, au fond, on se met dans une sorte d'état d'hypnose, mais qu'en même temps, il y a des choses qui reviennent de ce que nous avons appris, de ce que nous avons lu, enfin bref, le passé ne peut pas disparaître tout d'un coup. C'est aussi un des problèmes que nous rencontrons dans la vie. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui n'est pas prévu? Qu'est-ce que j'invente? Qu'est-ce qui est une répétition? Vous avez remarqué que quand les gens discutent, très souvent, ils ont cette formule. Moi, personnellement, je pense que... Et une fois qu'ils ont dit ça, en général, ils disent une pensée qu'on a déjà entendue 80 fois. Moi, personnellement, je pense que... nanani, nanana, et on le sait. Sur n'importe quel sujet, vous avez remarqué que très vite naissent 2 ou 3 positions. N'importe quel sujet qui traîne dans l'air du temps, vous avez remarqué que très vite, il suffit d'écouter un peu les infos et de lire 2 ou 3 journaux, on sait qu'il y a la pensée A, la pensée B et la pensée C. On entend souvent parler de pensée unique. Je n'ai jamais compris cette expression. Moi, j'ai toujours remarqué qu'il y avait 2 ou 3 positions sur un sujet. Après, vous pouvez écouter les gens dans les transports en commun, vos amis, à la radio, au café. Ce sont toujours les mêmes positions qui reviennent. Et pourtant, on a toujours l'impression que c'est soi personnellement qui les pensons. On y croit dur comme fer. On est même blessé quand quelqu'un pense le contraire. On peut se fâcher avec des amitiés, avec des amis de longue date, parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Donc on investit émotionnellement quelque chose qui est une pensée très courante au fond. C'est un des problèmes que pose l'improvisation. Quand on travaille, on est toujours en train de se demander qu'est-ce que je fais par volonté, qu'est-ce que je fais par automatisme. Et ça va loin cette histoire, parce que petit à petit, on s'aperçoit que ce qu'on croit être personnel n'est pas personnel. Que quand on croit être inspiré, on écoute l'enregistrement après. C'est ça la différence avec les improvisateurs du 18e et du 19e. Maintenant, on peut enregistrer. On s'aperçoit qu'on a été très inspiré à ce moment-là, mais quand on écoute, ce n'était pas très bon. Et qu'en revanche, à tel moment où on avait plutôt le trac et on avait du mal et on pensait que ça ne marchait pas bien, on s'aperçoit que ce n'est pas si mal à l'enregistrement. Donc, il y a vraiment là quelque chose de très intéressant. Au fond, le travail de l'improvisation, c'est le travail de la vie. Puisqu'on est toujours en train de se demander qu'est-ce qui est de notre volonté, qu'est-ce qui n'est pas de notre volonté. Et de se demander qu'est-ce qu'on prévoit et qu'est-ce qu'on ne prévoit pas. L'improvisation est aussi quelque chose qui dissout les hiérarchies et les frontières entre les différentes musiques, je vous en ai parlé. Si vous êtes violoniste, vous jouez des quatuors de Beethoven et vous rencontrez d'autres personnes qui jouent du Beethoven. Un violoniste classique qui rencontre un joueur de banjo ou un percussionniste iranien, que voulez-vous qu'ils fassent? Ils peuvent se dire bonjour, mais ils ne peuvent pas faire de musique ensemble, puisque dans les compositions de Beethoven, il n'y a pas de place pour du banjo ou pour du daf iranien. En revanche, en improvisation, tout est possible. Je fais régulièrement des duos avec électronique, avec des beatboxers, avec du héros chinois, avec du doudouk arménien, etc., etc. Il y a donc quelque chose de particulier dans l'improvisation. C'est que justement, nous travaillons encore plus sur l'immatériel. Et cet immatériel me semble personnellement faire toute la force de la musique. Car la musique nous bouleverse, nous transporte, nous énerve, nous touche profondément, alors qu'elle est totalement immatérielle. Elle est une sorte de lumière invisible que nous essayons, nous, les improvisateurs, de faire jaillir et de vous transmettre à vous, le public. Voilà, j'ai terminé, maintenant c'est à vous pour les questions.
Merci Jean-François Zigel pour ce moment très agréable. Mais la soirée n'est pas finie, donc comme d'habitude, un temps de questions avec l'auditoire. Donc, on vous a rejoint, je vous ai rejoint avec mes côtés Maxence. On a une ou deux questions qu'on a préparées le temps que vous ayez l'inspiration d'en trouver quelques-unes à poser à notre invité. Préparées, donc ce sont des questions qui ne sont pas improvisées. Non, exactement. Donc, je lui cède la parole. Donc bonsoir à tous. Ma question porte sur votre entre guillemets, profession. Vous êtes professeur d'improvisation au Conservatoire de Paris. Alors comment on peut être justement professeur d'improvisation dans un conservatoire sans limiter, comme vous avez dit, la liberté de musiciens lorsqu'ils improvisent ou lorsqu'ils vont se mettre la première fois à improviser? D'abord, mon métier, c'est la scène. Hein. C'est avant tout de jouer seul, de jouer en duo, de jouer en trio. Parfois, je vais jusqu'à faire des collaborations qui incluent la lumière, la vidéo, etc. Ça peut aller jusqu'à 30 artistes, mais c'est ça mon véritable métier. C'est de faire à peu près 250 à 200 concerts par an. Et les cours que je donne au conservatoire, c'est un moment dans la semaine. Alors maintenant, comment peut-on improviser? Comment peut-on enseigner l'improvisation? Il y a une grande tradition de l'improvisation, de l'enseignement de l'improvisation au Conservatoire de Paris à l'orgue. Ça date du 19e. Pour le piano, je suis le premier à enseigner cette discipline. Est-ce une discipline? Improviser, c'est quand même créer de la musique. Et tout ce qui touche à la création est peut-être plus délicat à enseigner, puisque chacun crée comme il le veut, bien sûr. Mais l'enseignement, contrairement à ce que croient beaucoup d'universités maintenant, je ne suis pas sûr que ça soit transmettre un savoir. Vous savez, on dit beaucoup ça, la transmission des savoirs. Je ne pense pas du tout que ce soit ça, l'enseignement. Pour transmettre un savoir, il suffit de regarder dans l'ordi et de regarder Wikipédia, et voilà, le savoir est transmis. Il se passe quelque chose de particulier, surtout au conservatoire, vous savez, on travaille par tout petits groupes. Hein. C'est des groupes de 4, 5, 6 personnes au maximum. Donc, par exemple, cette année, j'ai 6 élèves dans mon cours d'improvisation. Donc, il se passe quelque chose de particulier. Les psychanalystes parleraient de transfert. Et pendant un an, une relation particulière va s'instaurer entre les étudiants et moi-même, les étudiants entre eux. Ils vont avoir un cadre, ils vont avoir des tas de possibilités de s'exprimer. En ce sens, moi je pratique plutôt une pédagogie de projet plutôt qu'une pédagogie de contenu. Et après, moi je représente le retour, vous savez, comme le mur de Squatch. Celui qui dit, il me semble que ça serait plus intéressant d'aller dans cette direction, là il y avait un problème de forme. Je reprends des choses du point de vue du piano, du point de vue de la gestion du temps, du point de vue de l'harmonie, du contrepoint, du rythme. Si c'est avec le cinéma muet, la manière dont on découpe l'image. Vous savez, dans le cinéma muet, dès que vous changez ne fût-ce que la pulsation rythmique, vous créez une rupture de scène. Est-ce qu'il était justifié de le faire à tel endroit, etc. etc. Ce qui se passe à ce moment-là est extrêmement important parce que le professeur crée un espèce de renvoi que vous pouvez accepter ou combattre. Mais en tout cas, il est là. Vous n'êtes plus, comme vous savez, les naufragés sur un radeau sur l'océan en n'ayant aucune idée d'où est le nord, le sud, ils ne voient rien. Non, tout d'un coup, vous avez la terre. La terre, c'est le professeur. Mais vous pouvez vous éloigner de la terre. Vous pouvez cracher sur la terre si vous voulez. Mais en tout cas, ça fait un repère. Voilà. Donc je dirais que l'enseignement, c'est ça. Et c'est aussi une énergie. À partir du moment où vous pouvez créer des événements, des collaborations, des possibilités de jouer en public, il se passe des choses. Puis, on peut aussi travailler quelque chose de particulier. On peut improviser dans le style de quelqu'un. C'est tout à fait possible. En jazz, ils le font beaucoup. Ils font ce qu'ils appellent des relevés. On prend des grandes improvisations de Miles Davis, de qui vous voulez, de Art Tatum, et on essaie de les noter, de les reproduire. Donc il y a aussi ce genre d'exercice qui est intéressant. On peut aussi
apprendre certaines choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, des rythmes irréguliers, certains types de gammes, certains types de techniques, etc. Bref, c'est un petit peu comme un cours de cuisine, vous voyez. C'est pas un cours de cuisine où il n'y aurait pas de recette fixée à l'avance, mais où quand même on pourrait dire, il me semble que si tu fais ça, à ce moment-là, il va se passer ça, et voilà. On apprend. Enfin, l'improvisation, c'est quand même du rythme, de la mélodie, de l'harmonie, de la forme et du jeu instrumental. C'est pas tout ce qui passe. C'est pas ça non plus. C'est pas n'importe quoi l'improvisation. Hein. Ça se prévoit, ça se travaille. Imaginons. Ma réponse est beaucoup plus longue que la question. C'est pour décourager de poser des questions. Imaginons que par exemple, vous ayez un ami qui dit voilà, je vais avoir bientôt comme activité, il va falloir que je m'exprime assez régulièrement sur des sujets divers, sans notes. Il faut que je parle sans notes parce qu'on a un meilleur rapport avec le public à chaque fois pendant 10 minutes. Bon, peut-être que si c'est vous, vous êtes en quelque sorte, il y a la mode des mots anglais maintenant, donc le coach, vous allez lui donner un sujet, vous allez lui dire oui, mais d'abord tu ne poses pas bien ta voix. Moi, par exemple, je peux faire des remarques. Tout à l'heure, quand vous avez parlé, vous tourniez tout le temps la tête, mais pas le micro, ce qui fait que la moitié de vos paroles n'étaient plus dans le micro. Vous avez passé votre temps à me regarder. Et si vous m'avez regardé, c'est que vous n'avez pas compris comment se passait une scène. Une scène, ça se passe toujours vers les auditeurs. Donc, vous n'avez jamais remarqué les comiques en duo, ils ne se regardent presque jamais. Ils disent « Salut, alors comment ça va? Alors, tu sais où j'étais, moi, en vacances ?» C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Ah bon, raconte. Et en fait, ils regardent la salle en faisant semblant de se parler. C'est ce qu'on fait tout le temps à la télévision. On regarde la caméra. Si on se parlait vraiment comme ça, on présenterait toujours le profil à l'auditoire. Donc vous voyez, je peux faire cette remarque-là. Si vous aviez parlé plus longtemps, peut-être que je vous aurais fait remarquer que vous aviez tel tic verbal, de toujours dire, je ne sais pas, vous savez, on a toujours des formules qui reviennent, ou alors que vous parlez trop vite, ou trop lentement, ou alors que ce n'était pas assez structuré, ou que ça l'était trop. Bref, l'improvisation se travaille. Il s'agit de faire en sorte qu'on fasse de la musique et que ça soit convaincant. Et la seule chose, c'est que ce n'est pas la même chose que si vous arrivez et tous les deux, vous me faites une scène de Molière. Parce que là, il s'agit d'un autre exercice. Déjà, je peux vous dire, non, là, tu t'es trompé. Tu as dit nanana, alors que dans le texte, c'est nanana. Vous êtes censé dire le texte de Molière et pas un autre texte. Ensuite, suivant la caractéristique de la mise en scène, on peut dire que vous êtes dans le style ou pas dans le style. Par exemple, si on l'ajouterait traditionnelle comédie française, il y a des gestes et des manières d'être dont je vais dire qu'elles ne sont pas dans le style. Mais dans l'improvisation, il y a un peu la même chose. On peut dire à un improvisateur, ce que tu as fait là, c'était très bien, mais ça n'avait rien à voir avec ce que tu as fait au début. Tenez par exemple la première improvisation que j'ai fait là. Bon, je n'ai pas une très bonne mémoire quand j'improvise, mais enfin, j'ai fait quelque chose d'un peu particulier. Je suis parti dans un certain style, à cause des touches bloquées du piano, enfin, où je bloquais avec la main gauche les cordes, puis je suis arrivé à quelque chose de plus euphonique, puis quelque chose de plus en plus dissonant, et je suis revenu au départ. Peut-être que ce trajet ne fonctionnait pas bien. Peut-être que justement, il était trop audacieux, puisqu'il faisait voyager dans plusieurs styles. C'est possible. Donc, tout ça, on peut le travailler. Et en gros, c'est un travail de la forme, de l'instrument, de la mélodie, de l'harmonie, du rythme, de la pertinence, un art de la conséquence et un apprentissage du langage. Très bien, je vais faire attention maintenant, je vais tourner la tête. Ah, mais vous n'êtes pas obligé de respecter ce que je vous dis. Hein. Donc, comme prévu, 2 micros vont circuler dans chaque allée. Donc, si vous voulez poser des questions, interpeller notre invité, n'hésitez pas. Lui demander de jouer un morceau. Il y a une personne qui a levé le doigt, mais c'est justement le moins pratique. Il est au milieu des rangs, à la fois verticalement, horizontalement. Levez bien distinctement la main pour qu'on puisse Alors, repérer. Peut-être qu'en fait, il va vous faire courir, il va déranger tout le monde, et au moment où le micro arrivera, il dira non, finalement, j'ai rien à dire. Bon, je parlerai quand même. Je voulais vous poser une question par rapport, peut-être un peu technique, sur l'improvisation.
en jazz, on va suivre avec notre main gauche un certain thème. On va enchaîner les accords, des thèmes mi mineur, do majeur et autres. Maintenant, est-ce qu'en classique, avec la main gauche, on suit des thèmes ou est-ce qu'on est complètement libre, comme avec la main droite, à essayer de chercher des mélodies ou autre? J'arrive pas très bien à visualiser comment est-ce que vous faites. Mais on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que le système du jazz a été inventé pour qu'on puisse improviser en commun. En gros, le jazz affectionne, mais pas tous les musiciens de jazz, hein, mais affectionne ce qu'on appelle la grille. Ce que vous appelez un thème, c'est une grille, puisque vous parlez de la main gauche. Donc, je vais vous montrer un exemple de grille très simple, plutôt classique, qu'on a beaucoup employé dans ce qu'on appelait des chaconnes ou des passacailles en musique classique. Premier accord, deuxième accord, troisième accord, quatrième accord, cinquième accord, sixième accord, septième accord, huitième accord. Vous pouvez avoir toujours cette succession d'accords. Ça a l'avantage, si vous êtes à plusieurs, que tout le monde saura où il en est. Voilà un exemple classique de grille d'accords. Bon, ça peut être beaucoup plus étendu, hein. Un accord peut faire 10 secondes, mais il y a une convention, et du coup, ça permet à chacun de se placer chaque mesure dans un accord. Mais ce moyen n'est pas réservé à l'improvisation. Le final de la 4e symphonie de Brahms est un système de 40 variations sur une série de 8 accords, exactement la même chose que ce que je viens de faire. C'est un système commode. Mais ce qui me gêne, c'est quand vous dites en classique, est-ce que tout est possible? On peut se donner, ça c'est ce que j'appellerais une contrainte. Vous pouvez décider que vous allez improviser sur un thème, sur un rythme, sur une grille d'accords, sur ceci, sur cela. Tous les musiciens de jazz ne le font pas. Il n'y a pas de grille dans le concert de Keith Jarrett. Il n'y a pas de grille en général chez Martial Solal. C'est possible ou pas, c'est comme on veut. C'est une contrainte que vous imposez. Vous imposez un principe, voilà. Comme, je ne sais pas, comme si vous décidez de faire un sonnet, alors c'est 4-1, 4-1, tercet, tercet. C'est une forme, c'est une obligation. Vous pouvez en faire d'autres, des obligations. Mais c'est à vous de le décider. Il s'agit de faire de la bonne musique. Dans l'interprétation, vous dites, bon, il y a des gens dont c'est le métier, c'est les compositeurs, ils s'appellent Bach, Mozart et Schubert. Moi, je suis là pour jouer leurs morceaux. Dans l'improvisation, vous dites, je jouerai la musique au fur et à mesure que je l'invente. Enfin, vous pouvez être compositeur, à ce moment-là, vous écrivez votre musique, mais c'est quelqu'un d'autre qui va la jouer ou la chanter. L'improvisateur, c'est celui qui est à la fois le créateur de la musique et l'interprète, puisqu'il le fait sur le moment. Merci. Une autre intervention ici. Peut-être que l'école achètera un deuxième micro pour la prochaine fois. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question concernant la répétition de l'improvisation. Est-ce qu'à force de finalement pratiquer l'improvisation, on ne se retrouve pas un peu prisonnier de cette pratique dans la mesure où on va retrouver un certain schéma, une certaine structuration de son improvisation et en s'écoutant, par exemple, grâce à l'enregistrement, on se rendra compte qu'il n'y a plus forcément de nouveauté, qu'en fait, c'est comme si on jouait de mémoire et d'instinct et qu'on retrouvait les mêmes schémas qu'on a déjà utilisés. C'est une question fondamentale, vous avez tout à fait raison. La liberté de l'improvisateur est bornée par la routine. C'est comme dans l'amour. Ça commence dans la liberté et ça finit par le mariage. J'ai rien dit. Donc, c'est une plaisanterie, évidemment. Oui, vous avez raison. On le sait d'ailleurs dans le métier. Vous avez des gens dont on dit ils sont formidables, ils peuvent aller dans n'importe quel style, ils improvisent avec n'importe qui et
quel que soit le chemin, ils partent. Il y en a d'autres, ils ne vont être à l'aise que dans un certain genre. Parce qu'ils ont un peu leur vocabulaire, vous avez raison. Au fond, ils ont composé dans leur tête. Mais il faudrait se garder d'avoir un jugement là-dessus. En effet, je pourrais vous citer un certain nombre de pianistes avec qui j'ai fait du 2 piano. Je pourrais vous dire qu'il y en a 4 ou 5 qui étaient éblouissants, j'allais n'importe où, je partais dans toutes les directions, ils me suivaient toujours, ils n'avaient aucun problème. Et d'autres, je sentais bien que dès que j'allais pas dans ce qui est à peu près leur style, leurs habitudes, ils étaient perdus. On pourrait en conclure que les 5 premiers sont meilleurs que les 5 suivants. C'est vrai dans ce qui concerne le fait d'être capable d'improviser avec moi. En revanche, si vous les écoutez en solo ou en concert, eh ben, ceux qui sont plus limités sont parfois peut-être plus intenses et plus inspirés dans ce qu'ils font. C'est ça qui est curieux. Donc, il ne faut pas non plus diviniser le fait d'être capable de faire tout. Moi, je joue par exemple beaucoup en duo avec Didier Lockwood, c'est un violoniste qui peut faire du jazz, du classique, du violon indien, il peut tout faire. Mais il existe aussi des improvisateurs qui ont un domaine d'expression plus restreint, mais ils n'en sont pas moins, extraordinaires. Vous avez la même chose du côté des écrivains. Vous avez des écrivains qui sont capables d'écrire des pièces de théâtre, des romans, des poèmes, et même dans des styles assez différents des uns des autres. D'autres qui n'écrivent qu'un seul genre et qui ont toujours la même petite musique, mais ça peut quand même être très beau. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs. Mais vous avez raison. Un des travaux de l'improvisateur, c'est d'aller contre sa routine. Mais comme vous commencez à le comprendre, je pense que l'improvisation, c'est comme la vie. Je dirais que ça vaut aussi pour la vie. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais aussi également une question qui va rejoindre celle de mon collègue. En particulier, comment vous arrivez à gérer les principes musicaux, les grands principes généraux, objectifs dans la musique, ensuite pour exercer votre art, donc en quelque sorte un peu votre subjectivité. Et ensuite, quelles sont vos perceptions de l'instrument ou de vous-même lorsque vous jouez? Est-ce que vous reproduisez les notes dans l'esprit ou est-ce que ça vient naturellement par les sonorités, etc. Je me permets de reformuler votre question. Vous avez d'une part posé la question de quid des grands principes quand j'improvise, et ensuite vous êtes demandé ce qui se passait dans ma tête quand j'improvisais. Alors, ce qui se passe dans ma tête, c'est des tas de choses, y compris de penser totalement à autre chose que ce que je suis en train de faire. Ça vous paraît bizarre, mais pourtant vous faites ça tous les jours. Vous conduisez éventuellement en pensant à autre chose. Vous téléphonez à quelqu'un de la main droite, ou plutôt de la bouche, tout en envoyant un texto sur un autre téléphone. Vous discutez avec quelqu'un en faisant la vaisselle. On fait tous des choses en même temps. Ce qui veut donc dire que, pour moi, la musique, j'en ai tellement l'habitude que je n'ai pas besoin d'une concentration sur chaque chose que je fais. Je n'ai pas besoin de me dire, là, attention, je vais moduler en mi bémol majeur. Je n'ai pas besoin de me dire, comment vas-tu faire ? N'oublie pas de passer par la dominante. Et si jamais le ton n'est pas assez affirmé, répète la zone cadentielle. Et je n'ai pas besoin de me dire ça parce que j'en ai trop l'habitude. De la même manière que je suppose que quand vous parlez, vous ne vous dites pas à chaque instant, attention, complément d'objet direct, mais là, sujet, etc. Ou plutôt, si, vous le dites quand vous apprenez une nouvelle langue. Mais au fur et à mesure, ça va être intégré. Donc ça, c'était votre deuxième question. Première question, que deviennent les grands principes ? Il faudrait que vous m'expliquiez, ce sont les grands principes de la musique. Parce qu'il n'y a pas vraiment de grands principes. Il y a des cohérences et des conséquences. Voilà, c'est tout. C'est une conséquence. Quand Beethoven fait, il a l'idée de s'arrêter juste après. C'est assez rare, une symphonie qui commence, l'orchestre joue, il s'arrête. À partir de là, il ne va pas se demander quel grand principe dois-je respecter,
Mais comment est-ce que je continue? Comment est-ce que je continue? C'est-à-dire, est-ce que c'était juste un début comme ça et je m'élance? Ou est-ce qu'il faut que je montre que c'est un motif en le transposant? Il choisit de le transposer. Donc, après avoir fait et le silence, il répète un ton plus bas. Et là, il est pris dans une logique. Il a un motif de 4 notes, il faut qu'il le traite. Il est dans une logique théâtrale. Orchestré fort, silence, orchestré fort, silence. C'est stupéfiant comme début. Du coup, par contraste, maintenant, il va enchaîner le motif à lui-même, plus de silence, et dans la nuance piano, alors qu'avant, il était très fort, ce qui donne... Après, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a opposé la nuance forte et la nuance piano. Il lui reste encore le crescendo. Je ne sais pas c'est ce qui s'est passé dans sa tête, si c'était ça quand il l'a composé. Mais je ne pense pas qu'il se soit dit « Comment vais-je respecter un grand principe ?» Il s'est juste dit « Comment est-ce que j'avance ?» Et on a d'ailleurs d'autres esquisses, on a d'autres débuts par Beethoven, mais qu'il n'a pas retenu. Donc, en improvisant, c'est la même chose, mais on doit prendre ses décisions très vite. Et d'autre part, ça c'est le problème de l'improvisation, on ne peut pas gommer. Je ne peux pas à un moment vous dire non, là, ce que je viens de faire, là, vous oubliez, on reprend, vous savez, un peu avant, et hop, non. Par l'écrit, vous pouvez. À l'oral, vous ne pouvez pas. Mais c'est la même chose quand vous parlez. Une fois que vous avez traité votre interlocuteur de sombre abruti, c'est trop tard. Il l'a entendu. Vous pouvez toujours dire non, mais j'ai dit ça comme ça, j'avais vu. Tu sais, quand je t'ai dit que tu étais vraiment une triple andouille et qu'on ne pouvait jamais avoir confiance en toi, je ne le pensais pas, tu penses bien. À mon avis, il en reste toujours une trace. Ça, c'est le problème de la parole. L'écrit permet de plus réfléchir à ce qu'on fait. Mais on perd une énergie particulière. On perd... je crois qu'on perd quelque chose. On gagne quelque chose et on perd quelque chose. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vivre avec l'oral et l'écrit en même temps. Et que sans l'écrit, nous sommes peu de choses. Sans l'oral, nous sommes peu de choses aussi. Je suis sûr que vos professeurs ici vous l'enseignent tous les jours. Une autre question. Il y en avait une là, je crois, non? Peut-être une dernière question, une avant-dernière question. Ici. Apparemment, l'improvisation ne concerne que les garçons. Oui, alors justement, c'est une question qui ne va pas du tout être technique. C'est plus sur votre émotion et vos sentiments vis-à-vis de l'improvisation. Étant dans l'auditoire, il y a une de vos improvisations que j'ai particulièrement aimée, qui m'a touché. La numéro 2. Exactement. Parce que c'est un peu, vous allez dire, bon, que c'est peut-être un peu bateau, qu'elle était plus... Ah non, je dis jamais de quelque chose que je fais que c'est bateau. non, mais que mon sentiment a été... bref. Donc je vous en ai voulu. Je vous en ai voulu parce que je vous ai vu faire naître devant moi et faire mourir aussi quelque chose que j'ai aimé pendant quelques minutes. Et est-ce que vous... Attendez, là, vous me faites une scène de ménage alors qu'on se connaît même pas. C'est exactement, c'est tout à fait ça. Et vous, est-ce que vous ressentez ça parfois? Je vous donnerai mon adresse électronique. Est-ce que vous ressentez ça parfois, d'être déçu de voir mourir quelque chose que vous venez de créer? Alors, est-ce que je suis déçu de voir mourir quelque chose que j'ai créé? D'abord, les choses peuvent être enregistrées. Hein. Deuxièmement, comment dire? Ce que je découvre, après je vais le retravailler, je me dis tiens, j'ai eu telle idée en scène, donc je vais le travailler, ou c'est le contraire. Enfin, c'est jamais totalement perdu. Bon, c'est pas, c'est comme une idée, quoi. Quand on a une idée, qu'on y réfléchit, elle reviendra. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce que je savais que vous allez me dire la numéro 2? Pas parce que c'est bateau, parce que le premier mot que vous avez prononcé dans votre intervention, c'est le mot émotion. Vous savez, les improvisateurs, on est très intuitifs. À peine quelqu'un nous parle, en 30 secondes, 1 minute, on sent un peu quelque chose qui émane de lui, ce qui l'aimante, ce qui ne l'aimante pas, etc. Vous, le premier mot un peu chargé que vous avez dit, c'est émotion. Vous auriez pu dire rythme, énergie, vous auriez pu dire forme, vous auriez pu dire invention. Vous avez dit émotion. À partir de ce moment-là, je savais que
l'improvisation qui jouait le plus là-dessus, avec un accompagnement très simple, mais une main droite qui était en volute mélodique, c'était la deuxième. Donc je savais que c'était celle que vous préféreriez, mais quelqu'un d'autre aurait dit, il y en a une que j'ai particulièrement aimée, j'aurais pas pensé à la seconde. Vous, ça se voyait, ça clignotait sur votre front, vous voyez. Voilà. Après, vous me dites que vous m'en avez voulu parce que j'ai été moi, et non pas vous. C'est-à-dire que vous auriez continué peut-être dans le même genre, mais que moi, j'avais d'autres choses à dire. Donc, dans notre future relation, il faudra que vous habituiez à ce que j'ai mon espace de liberté, mon autonomie. Une dernière question. Au fond, une dernière question, tout au fond. Bien, bonsoir. Pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, n'êtes-vous pas déçu de voir mourir ce que vous venez de créer? Je voudrais vous interroger sur l'intérêt que vous trouvez à l'enregistrement puis la réécoute d'improvisation, à part évidemment pour s'exercer, expliquer, etc., etc. Est-ce que nous, on peut trouver, on doit trouver, enfin non, il ne faut pas que je formule les choses comme ça ne va pas vous plaire. Quel est l'intérêt de réécouter des morceaux improvisés ? Alors, au 18e, au 19e, les improvisateurs, il y avait toujours un moment où ils se mettaient à écrire leurs pièces parce qu'ils savaient que sinon, d'abord, ils ne laisseraient pas de traces dans l'histoire et surtout, ils ne seraient pas connus au-delà de leur ville. Liszt a vraiment été le premier à faire une carrière internationale. Mais Bach, il improvisait à l'orgue dans son église à Leipzig. Donc, s'il n'avait pas composé, même de son temps, personne n'aurait connu sa musique. Aujourd'hui, le problème est complètement différent. J'ai prononcé le nom de Keith Jarrett tout à l'heure. Je crois que le concert a dépassé le 1 million d'exemplaires vendus, et je ne vous dis pas le nombre de gens qui l'ont écouté. Très souvent, quand quelqu'un improvise, on se dit oui, c'est bon, il fait du sous Keith Jarrett. Donc, il a réussi à créer un style et à diffuser sa musique dans le monde entier sans partition. Alors, la question que vous posez est une question, à mon avis, fétichiste. C'est-à-dire, l'improvisation, ça doit être consommé comme ça a été créé. Mais quand vous dites quel intérêt de réécouter une improvisation, c'est comme si je vous disais « Ah, vous n'étiez pas ce soir-là à Köln quand Keith Jarrett a joué ? Ah bah alors vous ne l'écouterez plus jamais. » C'est l'intérêt de réécouter quelque chose, tout simplement. Toute l'histoire du jazz disparaît si vous enlevez aux gens la possibilité d'écouter quelque chose qui a été improvisé. Bien sûr que Kind of Blues, on connaît l'histoire de cet album génial de jazz. Ils sont arrivés en studio, ils sont à peine parlé, ils ont commencé à travailler, improviser, ils ont pris les meilleures prises et puis boum, c'était fait. Et alors, vous voulez qu'on cesse d'écouter Kind of Blues sous prétexte qu'on n'y était pas? C'est pas magique l'improvisation. C'est pas parce que c'est fait sur le moment que ça ne peut pas être réécouté. Au fond, l'enregistrement, c'est juste dire, bon, vous n'aviez pas la chance d'être là ce soir-là, vous étiez ailleurs, vous ne saviez pas, ou je ne sais pas quoi, il n'y avait plus de place. Bon, vous n'aurez pas vraiment le son vivant du piano, mais enfin quand même, c'est pas mal l'enregistrement. On peut quand même prendre connaissance d'un artiste sans le voir en face de soi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ça permet de prolonger la vie de quelque chose. De plus, si j'ai été invité, justement, si j'étais dans les artistes invités, dans les 30 artistes à Toronto, pour cette commémoration de Glenn Gould, c'est justement parce qu'ils avaient choisi des artistes qui s'intéressent à l'enregistrement. Ça a été le cas de Glenn Gould. Glenn Gould a dit, mais pourquoi est-ce que je vais continuer à faire ma carrière, d'aller jouer mes concertos de Beethoven et de Chopin au milieu d'un public qui n'arrête pas de tousser, de s'endormir et de penser à autre chose, alors que par l'enregistrement, je peux arriver à mieux. En effet, Glenn Gould se rendait compte que, quel que soit son degré de préparation, il ne jouait jamais comme il avait imaginé son interprétation. Il a donc été un des premiers à pratiquer systématiquement le montage. Ça vous paraît rien du tout maintenant, parce que vous êtes habitué à ce que n'importe quel disque qui sorte, il y a eu énormément de travail de montage. Mais moi, je m'en souviens, quand j'étais au conservatoire, ça nous paraissait, à nous musiciens classiques, interdit de faire un montage. On disait parfois, tiens, tu as entendu le disque de Tartampion, c'est génial, hein, ces sonates de Prokofiev. Et il y avait quelqu'un qui disait, oui, mais je connais machin qui connaît l'ingénieur du son, il paraît qu'il a fait du montage.
Et là, c'était comme un cycliste qui s'était dopé, quoi. Un pianiste arrivait en studio, il jouait sa sonate d'un bout à l'autre. Sinon, c'était tricher. Maintenant, on n'a plus du tout ce regard. On sait qu'il y a des pianistes qui sont pas forcément extraordinaires en scène, parce qu'ils ont un peu le trac, parce qu'ils ne tiennent pas la route physiquement, nerveusement, mais ils font des disques magnifiques. Et parfois, ce sont des disques où, oui, il y a eu 14 prises, et on a le début dans la prise numéro 2, après poursuivre la prise numéro 3, poursuivre la prise numéro 1, et ainsi de suite. Pareil en improvisation. Vous pouvez très bien imaginer de travailler sur un matériau. Par exemple, mon dernier album que j'ai fait à 2 pianos, avec Antoine Hervé, avec un pianiste de jazz, alors, c'est enregistré en public, très bien, il n'y a pas de truc, c'est vraiment ce qui s'est passé, mais la maison de disques a enregistré chacun de nos concerts et n'a retenu qu'un concert par ville, une improvisation par concert, pardon, et par ville. C'est déjà un trucage, puisque on prend l'improvisation qui nous plaît le plus dans chaque concert. C'est donc pas le concert tel qu'il a existé. Parce que dans un concert d'improvisation, il y a forcément des choses mieux et des choses moins bien. On peut aller plus loin. Vous avez une très bonne improvisation, mais la fin, on se dit « Oh, c'est dommage, il a mis 3 minutes à terminer, il aurait dû terminer beaucoup plus vite. » Mais ça, au montage, vous pouvez le créer, une fin beaucoup plus rapide. Donc au fond, maintenant, avec l'enregistrement, on peut travailler. Donc je pense que l'enregistrement, pour répondre maintenant à votre question, oui, c'est intéressant parce que c'est une forme d'écriture de l'improvisation. Et je ferai une dernière comparaison, mais c'est que 10 secondes, je prendrai la comparaison du cinéma. Vous savez qu'il y a des cinéastes qui donnent un scénario à leurs acteurs et ils n'aiment pas que les acteurs changent un seul mot. Et il y en a d'autres qui ont toujours travaillé, bon, Cassavetes c'est le plus connu, mais il y en a eu d'autres, qui ont toujours travaillé sans scénario ou avec un scénario approximatif. Voilà, tu arrives, tu regardes, il y a un mot sur la table, tu comprends ce qui s'est passé, tu t'écroules en sanglots, enfin bref, il y a un vague scénario, et après on le tourne plusieurs fois, et comme ça pendant 6 mois, et le film sera créé au montage. Godard a toujours procédé ainsi, soit par volonté esthétique, soit parce qu'il était un peu flemmard. En général, il arrivait au premier jour de tournage, il n'avait pas une idée très claire de ce que serait son film. C'est après, au montage, qu'il le crée. Donc, l'enregistrement, on peut très bien concevoir une forme de création qui consiste à enregistrer des moments de vie, que sont l'improvisation, après couper, monter, superposer, modifier et en faire un objet fini. Aujourd'hui, comment se transmet la musique ? Par Internet, par le disque entre guillemets, pas par les partitions. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que les grands quotidiens, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, proposaient des partitions à leurs lecteurs. Il y avait des suppléments avec des partitions. Vous imaginez aujourd'hui Libé, Le Monde et Le Figaro qui mettraient encarté non pas le supplément mode ou économie ou immobilier, mais une partition. Qui est-ce qui lirait ça ? Personne, puisque la plupart des gens ne lisent plus la musique maintenant. Donc, l'enregistrement, on peut presque considérer que ça va devenir la partition de demain. Très bien, merci. C'est sur ces... Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je voulais juste qu'on termine avec, si vous en êtes d'accord, avec de la musique, et pas de la parole. L'école, c'est Audencia. Non, parce que vous savez que chez les Anglais et les Allemands, les notes de musique sont des lettres. Donc, je vois le A, le U, ça n'existe pas. Le D, c'est un Ré. Le E, c'est un Mi. N, ça n'existe pas. C, c'est bien, c'est un Do. I, ça n'existe pas. A, c'est un La. Voilà, donc improvisation sur Audencia.
Merci à tous. Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de Jean-François Zigel à la sortie pour des dédicaces. Merci. Non, mais c'était vachement.